J'étais assis à la table du dîner de Noël, regardant ma sœur Madison déchirer une enveloppe contenant des billets en première classe pour Paris, tandis que mon frère Tyler admirait sa Rolex toute neuve. Quand j'ai ouvert mon cadeau, j'ai trouvé un sac en papier froissé rempli de coupons de supermarché périmés datant d'il y a 2 ans. Ma mère, Patricia, a déclaré froidement que je n'avais jamais vraiment fait d'efforts comme ma sœur et mon frère. Je me suis forcé à rire, mais intérieurement, j'étais anéanti. Cette nuit-là, j'ai pris une décision qui allait tout changer pour toujours. Le trajet de retour vers mon studio exigu m'a semblé être les 20 minutes les plus longues de ma vie. L'image de Madison criant de joie pour ses vacances à Paris revenait sans cesse dans mon esprit, suivi du sourire satisfait de Tyler alors qu'il attachait cette Rolex étincelante autour de son poignet. Et puis il y avait moi, Jonathan, tenant un sac d'épicerie contenant des coupons pour des produits que je ne pouvais même pas me permettre quand ils étaient valides. Le sommeil a refusé de venir cette nuit-là. Chaque fois que je fermais les yeux, j'entendais la voix de ma mère trancher la chaleur de Noël comme une lame. « Eh bien, tu n'as jamais vraiment fait d'efforts. » Les mots résonnaient dans ma petite chambre, rebondissant sur les meubles d'occasion et les murs tachés d'eau qui étaient devenus ma réalité depuis que j'avais obtenu mon diplôme universitaire il y a 3 ans. Quelque chose au plus profond de moi refusait d'accepter cette explication plus longtemps. Je cumulais 2 emplois depuis l'âge de 18 ans. Chaque matin, je pointais à l'entrepôt à 6 heures pour charger des camions et gérer les stocks jusqu'à 15 heures. Ensuite, je prenais un sandwich rapide et me rendais à mon entreprise de bricolage du week-end, réparant des robinets qui fuient et peignant des pièces bien après le coucher du soleil. J'avais payé mes études au Community College avec des prêts étudiants qui hantaient encore ma cote de crédit, tandis que l'éducation universitaire de Madison avait été entièrement couverte d'une manière ou d'une autre. Vers 3 heures du matin, je me suis retrouvé à fouiller dans une boîte en carton poussiéreuse qui était restée fermée dans mon placard depuis le décès de mon père il y a 5 ans. Papa avait toujours été le pacificateur de notre famille, celui qui s'assurait que tout le monde se sente inclus et valorisé. Sa crise cardiaque soudaine avait laissé un vide qui semblait s'agrandir chaque année, surtout pendant les vacances. Mes mains tremblaient en sortant des documents jaunis et des photographies délavées. Il y avait ses anciennes déclarations de revenus, ses papiers d'assurance, puis quelque chose qui m'a coupé le souffle. Une copie de son testament ainsi que des dossiers financiers que je n'avais jamais vus auparavant. Selon ces papiers, mon père m'avait laissé un héritage substantiel de $300 000 qui devait être détenu en fiducie par ma mère jusqu'à ce que j'aie 25 ans. J'avais maintenant 28 ans, et je n'avais jamais vu un seul centime de cet argent. Les relevés bancaires joints au testament montraient un compte en fiducie à mon nom qui avait été établi peu après les funérailles de papa. Mais en traçant l'historique des transactions avec mon doigt, un schéma terrifiant a émergé. Des retraits réguliers avaient été effectués au cours des 3 dernières années, chacun autorisé par Patricia en tant que fiduciaire. Les montants étaient stupéfiants. $8 000 retirés en novembre sous l'étiquette « frais de voyage ». Ce devait être le voyage de Madison à Paris. $4 000 en septembre marqués comme « article personnel ». La Rolex de Tyler. $12 000 le printemps précédent noté comme « frais d'études ». Les frais de scolarité du dernier semestre de Madison qu'elle s'était vantée d'avoir entièrement couverts. Ma gorge s'est asséchée en continuant à lire. $22 000 pour des rénovations domiciliaires, coïncidaient parfaitement avec la chronologie de la rénovation de la cuisine de notre mère. $15 000 marqués, aide au transport, correspondaient exactement au moment où Tyler avait pu se permettre la compte sur sa nouvelle camionnette. Chaque achat majeur que ma famille avait fait ces dernières années, chaque luxe dont il profitait pendant que je peinais à réunir l'argent du loyer et que je survivais avec des nouilles ramen, avait été financé par mon propre héritage. L'argent que mon père avait spécifiquement mis de côté pour m'aider à construire un avenir stable avait été systématiquement volé pour financer le confort de tous les autres. J'ai passé le reste de la nuit penché sur mon ordinateur portable à faire des recherches sur les lois relatives aux fonds en fiducie et aux responsabilités fiduciaires. Les sites web juridiques brossaient un tableau clair. Ce que Patricia avait fait n'était pas seulement moralement répréhensible. C'était un vol criminel. En tant que fiduciaire, elle avait l'obligation légale d'utiliser cet argent uniquement à mon profit jusqu'à ce que j'atteigne l'âge spécifié dans l'accord de fiducie. Au moment où la lumière de l'aube filtrait à travers la seule fenêtre de mon appartement, j'avais imprimé des copies de tous les documents pertinents et commencé à formuler un plan. Les coupons périmés n'avaient pas été simplement une négligence ou une cruauté. Ils avaient été une insulte de la part d'une femme qui me volait activement tout en se présentant comme la généreuse pourvoyeuse de mes frères et sœurs.
J'ai pensé à toutes les fois où je m'étais senti coupable de ne pas pouvoir offrir de beaux cadeaux pour les anniversaires de Madison et Tyler, à toutes les réunions de famille où j'étais resté assis en silence pendant qu'ils discutaient de leurs derniers achats et opportunités. Me demandant pourquoi je n'arrivais pas à m'en sortir malgré un travail constant. La honte que j'avais portée pendant des années, croyant que j'étais en quelque sorte déficient par rapport à mes frères et sœurs qui réussissaient, a commencé à se transformer en toute autre chose. Une colère juste brûlait dans ma poitrine alors que je réalisais l'ampleur de la tromperie. Il ne s'agissait pas seulement d'argent. Patricia avait orchestré mon exclusion de la prospérité familiale tout en utilisant mon propre héritage pour élever Madison et Tyler. Elle m'avait transformé en l'échec de la famille tout en finançant secrètement la réussite des autres. Le service à l'entrepôt commençait dans 2 heures, mais je me suis porté malade pour la première fois en plus d'1 an. Aujourd'hui, j'allais commencer à me battre, et j'avais besoin de chaque minute pour monter mon dossier correctement. La vérité éclatait enfin au grand jour, et j'avais l'intention de m'assurer qu'elle brillerait assez fort pour que tout le monde la voie. Je suis arrivé à la First National Bank à l'ouverture des portes à 9 heures précises, armé du testament original de mon père, de mon acte de naissance et d'une détermination juste qui m'a surpris moi-même. La réceptionniste du matin m'a dirigé vers Madame Helen Henderson, une femme aux cheveux d'argent qui travaillait dans l'administration des fiducies depuis plus de 2 décennies. Quand j'ai expliqué ma situation et lui ai montré les documents, le comportement professionnel de Madame Henderson s'est transformé en une véritable préoccupation. Elle se souvenait avec affection de mon père, le décrivant comme un homme attentionné, qui avait été très précis sur la protection de l'avenir de son plus jeune fils. Ses doigts se déplaçaient rapidement sur son clavier d'ordinateur alors qu'elle affichait l'historique complet des transactions de mon compte en fiducie. L'écran affichait une chronologie dévastatrice qui était encore pire que ce que j'avais découvert dans ces documents nocturnes. Le visage de Madame Henderson devenait de plus en plus troublé alors qu'elle faisait défiler des mois de retrait non autorisés, chacun soigneusement conçu pour paraître légitime en surface. « Votre mère effectue ses retraits depuis 3 ans, a-t-elle expliqué, sa voix tendue de désapprobation. Chaque fois, elle présente des documents, affirmant qu'il s'agit de vos frais de subsistance, de vos frais d'études ou d'urgence financière. Elle nous a dit que vous traversiez des périodes difficiles et que vous aviez besoin de conseils financiers avisés. La trahison me blessa plus profondément que je ne l'avais imaginé. Patricia n'avait pas seulement volé mon argent. Elle avait créé une fiction élaborée sur mon caractère pour justifier son vol. Selon les dossiers de la banque, j'étais dépeint comme quelqu'un à qui on ne pouvait pas faire confiance avec son propre héritage, quelqu'un qui avait besoin de l'intervention de sa mère pour éviter un désastre financier. Madame Henderson a cliqué sur plusieurs autres écrans, révélant des informations supplémentaires qui m'ont retourné l'estomac. Elle amenait souvent votre sœur et votre frère avec elle lors de ses visites, les présentant comme ses enfants qui réussissaient. Tout en expliquant que vous étiez en cure de désintoxication ou en thérapie, elle a brossé le portrait d'un jeune homme qui avait spécifiquement demandé que son héritage soit utilisé pour aider ses frères et sœurs plus responsables. Je suis resté assis en silence, abasourdi, en train de digérer la nature calculée de la tromperie de ma mère. Elle ne m'avait pas seulement volé. Elle avait empoisonné ma relation avec Madison et Tyler en créant un récit où j'étais le personnage abîmé qui avait besoin d'être protégé de lui-même. Ma sœur et mon frère croyaient sincèrement qu'il m'aidait en m'excluant des discussions financières et en acceptant des cadeaux coûteux sans poser de questions. Madame Henderson a imprimé un historique complet des transactions et un résumé de comptes. Son expression était compatissante mais professionnelle. « Monsieur Cooper, ce que votre mère a fait constitue une grave violation de l'obligation fiduciaire. Les fonds en fiducie ne sont pas des comptes de dépenses discrétionnaires pour les fiduciaires. Cet argent vous appartenait légalement dès que vous avez eu 25 ans. » Armé de cette preuve, j'ai conduit directement à l'immeuble de Madison de l'autre côté de la ville. Je les ai trouvés, elle et Tyler, se prélassant sur son balcon, profitant encore de l'euphorie de leur cadeau de Noël. Madison parcourait les sites web d'hôtels parisiens sur son ordinateur portable tandis que Tyler polissait sa nouvelle Rolex avec un chiffon doux. Je me suis forcé à paraître calme et décontracté en m'excusant d'avoir semblé distant pendant le dîner. J'ai réfléchi à ce que maman a dit hier et j'ai réalisé que j'étais peut-être trop concentré sur le travail pour apprécier tout ce qu'elle fait pour notre famille. J'ai commencé à détester chaque mot de ce mensonge, mais j'avais besoin d'informations. Madison s'est immédiatement réchauffée, soulagée que je n'allais pas faire de drame à propos de la disparité des cadeaux. « Jonathan, je suis si contente que tu ne sois pas fâché pour Noël. Maman nous a tout expliqué il y a des années sur la raison pour laquelle elle gère tes finances différemment.
Mon cœur battait la chamade alors que je cherchais prudemment des détails. Que veux-tu dire par les gérer différemment? Tyler se pencha en avant, son expression sincèrement attentionnée mais mal avisée. Elle nous a parlé de tes problèmes de jeu et de la façon dont tu as demandé à la famille de ne pas te donner d'argent directement. Elle a dit que ça faisait partie de ton programme de rétablissement ou quelque chose comme ça. Les mots m'ont frappé comme un coup physique. Problème de jeu, programme de rétablissement. Je n'avais jamais fait un pari de ma vie au-delà d'un billet de loterie occasionnel, et la seule chose dont je me remettais, c'était des années de difficultés financières pendant que mon héritage finançait le style de vie de tout le monde. Madison hocha la tête avec ferveur, sa voix pleine d'une préoccupation fraternelle. Maman a dit que tu avais spécifiquement demandé que l'argent de l'héritage de papa soit utilisé pour nous aider, Tyler et moi, à réussir au lieu d'être gaspillé dans ton addiction. Elle a été si fière de la prévenance dont tu as fait preuve en faisant passer notre avenir avant ta propre guérison. J'ai réussi à garder une expression neutre pendant que mon monde s'effondrait autour de moi. Patricia avait fabriqué une histoire qui la présentait comme la mère protectrice et moi comme le fils altruiste mais troublé qui voulait que ses frères et sœurs bénéficient de son sacrifice. C'était un chef-d'œuvre de manipulation qui expliquait chaque luxe dont ils jouissaient tout en les gardant reconnaissants et sans poser de questions. C'est vraiment attentionné de sa part d'expliquer les choses de cette façon, ai-je réussi à dire, ma voix tendue par l'effort de maintenir la mascarade. J'apprécie que vous compreniez tous les deux ma situation. Tyler se leva et me tapa sur l'épaule avec une affection sincère. Nous sommes fiers de toi pour avoir travaillé si dur sur toi-même, mec. Et nous savons que lorsque tu seras prêt, maman s'assurera que tu sois pris en charge aussi. J'ai quitté leur appartement avec le sentiment d'avoir été vidé de l'intérieur. Le vol était dévastateur. Mais l'assassinat de mon caractère était presque pire. Ma mère ne m'avait pas seulement volé mon argent. Elle avait volé le respect et la confiance de ma sœur et de mon frère, les remplaçant par de la pitié et une admiration mal avisée pour une version fictive des événements. Le trajet de retour s'est déroulé dans un flou alors que je luttais avec l'ampleur de la tromperie. Patricia avait passé des années à construire un récit où elle était la matriarche sage et généreuse gérant une crise. Madison et Tyler étaient les bénéficiaires reconnaissants de sa planification minutieuse, et j'étais le membre de la famille endommagé mais altruiste dont les problèmes justifiaient tout. Mon téléphone a vibré avec un message texte de Madison. Merci d'être si compréhensif pour tout. Nous t'aimons et nous sommes là pour toi quand tu seras prêt à accepter de l'aide. J'ai fixé ce message pendant un long moment, sentant le poids de années de manipulation peser sur moi. Ma sœur et mon frère n'étaient pas des personnes cruelles ou avides. Ils étaient victimes des mensonges de Patricia tout autant que moi, mais leur victimisation s'accompagnait de vacances de luxe et de cadeaux coûteux, tandis que la mienne s'accompagnait de coupons périmés et de condescendance. Cette nuit-là, j'ai commencé à planifier mon prochain coup. Confronter Patricia directement pourrait être satisfaisant, mais elle avait des années d'expérience dans la manipulation de situations à son avantage. J'avais besoin d'une aide professionnelle et d'un soutien juridique si je voulais exposer cette toile de mensonges et récupérer ce qui m'appartenait de droit. La vérité commençait enfin à se reconstituer. Mais démêler la tromperie de Patricia allait nécessiter plus qu'une simple colère juste. Cela allait demander de la stratégie, de la patience et le genre de courage que je n'étais pas sûr de posséder. Mais une chose était certaine. Je ne pouvais plus laisser cela continuer. 3 jours après ma conversation avec Madison et Tyler, je suis resté assis dans ma voiture devant la maison familiale pendant 20 minutes, rassemblant le courage de franchir cette porte d'entrée. Le dossier Manny sur mon siège passager contenait des relevés bancaires, des documents juridiques et des emails imprimés qui brossaient un tableau indéniable de vol et de fraude. Mes mains tremblaient légèrement alors que je passais en revue les preuves une dernière fois. La maison avait l'air exactement la même que lors du dîner de Noël, mais quelque chose semblait différent maintenant. La maison coloniale blanche, avec sa pelouse parfaitement entretenue et sa cuisine récemment rénovée, ne représentait plus la chaleur et la stabilité familiale. Au lieu de cela, elle se dressait comme un monument à mon avenir volé, construit et entretenu avec de l'argent qui aurait dû sécuriser mes propres fondations. J'ai trouvé Patricia dans la cuisine en train de charger méthodiquement le lave-vaisselle avec la porcelaine du dîner de la veille. Elle fredonnait doucement tout en arrangeant les verres en cristal avec la précision minutieuse de quelqu'un qui était fier de maintenir les apparences. La voir agir si normalement après tout ce que j'avais découvert m'a rempli d'une rage qui a nécessité chaque once de maîtrise de soi pour la contenir. « Maman, nous devons parler du fonds en fiducie de papa », ai-je dit, en posant le dossier sur le comptoir en granit que mon héritage avait acheté.
Le fredonnement s'est arrêté immédiatement. Le dos de Patricia s'est raidi, mais elle ne s'est pas retournée pendant plusieurs longues secondes. Quand elle m'a finalement fait face, son expression était passée d'un contentement domestique à un calcul froid. Il n'y avait aucune surprise dans ses yeux, aucune confusion sur ce que j'aurais pu découvrir. Elle savait exactement pourquoi j'étais là. Je ne sais pas ce que tu penses avoir trouvé, Jonathan, mais tu es clairement confus à propos de quelque chose, a-t-elle dit, sa voix stable, mais dépourvue de sa chaleur maternelle habituelle. J'ai ouvert le dossier et étalé les relevés bancaires sur son comptoir coûteux. Je suis confus sur la façon dont 300 000 $ de mon héritage ont été systématiquement retirés de mon fonds en fiducie au cours des 3 dernières années. Je suis confus sur la façon dont les frais de scolarité de Madison et la compte du camion de Tyler provenaient de mon compte pendant que je luttais pour payer mon loyer. Patricia jeta un coup d'œil aux documents sans les ramasser, ses lèvres pressées en une fine ligne. Ces retraits étaient parfaitement légitimes. Je t'ai soutenu financièrement pendant des années, même si tu n'as jamais montré une juste appréciation. L'audace de sa réponse m'a pris au dépourvu. Elle n'essayait même pas de nier le vol. Au lieu de cela, elle tentait de le recadrer comme une sorte de faveur qu'elle m'avait faite. Me soutenir, ai-je ri amèrement. Quand exactement m'as-tu soutenu, maman? Quand je travaillais 60 heures par semaine pour payer mes études au community college? Quand je mangeais des sandwichs au beurre de cacahuète pour le dîner parce que je ne pouvais pas me permettre de faire les courses? Ou quand tu m'as donné des coupons périmés pour Noël alors que Madison recevait un voyage à Paris financé par mon propre argent? Le sang-froid de Patricia s'est légèrement fissuré, révélant l'esprit calculateur sous sa façade maternelle. Ton père n'a jamais eu l'intention que tu gaspilles cet argent pour tes problèmes. Quelqu'un devait prendre des décisions responsables sur la façon dont il devait être utilisé. Papa a laissé cet argent spécifiquement pour moi, et tu le sais. Tu n'avais aucun droit légal de toucher un seul dollar. J'ai sorti le testament original et les documents de la fiducie, soulignant le langage clair qui me désignait comme unique bénéficiaire. Ce n'est pas à toi de prendre cette décision. Son rire était froid et sans humour. Un droit légal? Je t'ai élevé pendant 18 ans, Jonathan. Je t'ai nourri, habillé et mis un toit sur ta tête. Ce fonds en fiducie n'était qu'un remboursement pour tout ce que j'ai investi en toi avant que tu ne deviennes une telle déception. Les mots m'ont blessé, mais je me suis forcé à rester concentré sur les faits. Tu n'as pas droit à un remboursement de mon héritage. Tu as choisi d'avoir des enfants, ce qui signifie que tu as choisi de les soutenir. Papa m'a laissé cet argent parce qu'il voulait que j'aie des opportunités, pas parce qu'il te devait quoi que ce soit. Patricia s'est approchée, sa voix baissant à un murmure dangereux. Ton père t'a laissé cet argent parce que je l'ai convaincu que tu aurais besoin d'une aide supplémentaire. Il n'a jamais pensé que tu arriverais à quelque chose par toi-même, et honnêtement, moi non plus. Madison et Tyler ont prouvé qu'ils peuvent faire quelque chose d'eux-mêmes. Toi, tu travailles dans un entrepôt et tu répares des toilettes. L'attaque personnelle était conçue pour me blesser, pour me faire douter de ma valeur et reculer face à cette confrontation. Mais connaître la vérité sur mes opportunités volées m'a donné de la force au lieu de la honte. Je travaille dans un entrepôt parce que tu as volé l'argent que papa m'a laissé pour créer une entreprise ou acheter une maison. Je répare des toilettes parce que j'essaie de construire quelque chose de mes propres mains au lieu d'attendre l'aumône. Madison et Tyler ont réussi parce que tu leur as donné mes ressources tout en leur disant que j'étais trop irresponsable pour mériter de l'aide. Le masque de Patricia est finalement tombé complètement, révélant la femme manipulatrice en dessous. Tu n'as aucune idée de ce dont tu parles. Madison et Tyler ne croiront jamais tes accusations ridicules. J'ai passé des années à construire leur compréhension de qui tu es vraiment. Tu veux dire les mensonges que tu leur as racontés sur des problèmes de jeu et des programmes de désintoxication? J'ai sorti des copies imprimées de l'historique de mes transactions bancaires montrant des années de dépôt de salaire minimum sans retrait de casino ou dépenses suspectes. Je n'ai jamais eu d'addiction à quoi que ce soit, sauf à me tuer au travail pendant que tu me volais à l'aveuglette. Pour la première fois, l'incertitude a vacillé sur les traits de Patricia. Elle ne s'était pas attendue à ce que je découvre les mensonges spécifiques qu'elle avait racontés à mes frères et sœurs, et les preuves devant elle rendaient ces mensonges impossibles à maintenir. Même si tu penses pouvoir prouver quelque chose, ça n'aura pas d'importance, a-t-elle dit, ralliant ses défenses. Madison et Tyler me font entièrement confiance. Si tu essaies de les empoisonner contre moi avec ces fantasmes, je leur dirai simplement que tu fais une dépression nerveuse.
Je dirais que tu es désespéré pour de l'argent pour nourrir n'importe quelle addiction qui a finalement fait surface. J'ai senti la conversation s'éloigner des faits et revenir sur son terrain de prédilection, la manipulation et l'assassinat de caractère. Patricia avait passé des années à perfectionner sa capacité à contrôler les récits et à gérer les perceptions. Une confrontation directe était exactement ce à quoi elle s'était préparée. Je ne suis pas ici pour négocier avec toi à ce sujet, ai-je dit, en rassemblant les documents dans mon dossier. Je suis ici pour te dire que je sais ce que tu as fait, et je vais poursuivre toutes les options légales pour récupérer mon argent et exposer ta fraude. Patricia a souri, mais il n'y avait aucune chaleur dans son sourire. Vas-y, essaie, Jonathan. Je détruirai ta relation avec tes frères et sœurs de façon permanente si tu poursuis cette voie. Ils me choisiront toujours plutôt que toi, surtout quand je leur parlerai de ta dépression nerveuse et de tes mensonges désespérés. Comme pour prouver son point, elle a sorti son téléphone et a commencé à taper rapidement. En quelques secondes, j'ai entendu les sons de notification de messages textes envoyés. Elle a tourné l'écran vers moi, montrant les messages qu'elle venait d'envoyer à Madison et Tyler. Jonathan est passé aujourd'hui en lançant des accusations folles à propos d'argent. Je m'inquiète pour son état mental. Il semble penser que je lui dois quelque chose et devient agressif à ce sujet. S'il vous plaît, soyez prudent avec lui jusqu'à ce que nous puissions comprendre ce qui ne va pas. La manipulation se déroulait en temps réel juste devant moi. Patricia commençait déjà à transformer cette confrontation en une preuve de mon instabilité, préparant le terrain pour rejeter tout ce que je pourrais dire plus tard à mes frères et sœurs. J'ai fixé l'écran de son téléphone, ressentant un mélange de rage et d'admiration pour sa pensée stratégique. Elle avait anticipé ce moment et s'y était préparée, tout comme elle s'était préparée à tous les autres défis à son autorité au fil des ans. Tu es très doué pour ça, ai-je admis, ma voix calme mais ferme. Tu as eu beaucoup d'entraînement à me faire passer pour le problème. Le sourire de Patricia s'est élargi. J'ai eu 28 ans d'entraînement à te gérer, Jonathan. Ne pense pas que tu peux soudainement me déjouer maintenant. Je me suis dirigé vers la porte, sachant que rester plus longtemps ne ferait que lui donner plus de munitions à utiliser contre moi. Mais alors que j'atteignais la poignée, je me suis retourné une dernière fois. Tu as raison de dire que tu es doué pour gérer les situations, maman. Mais tu as fait une erreur. Tu as gardé des dossiers détaillés de tous tes vols, et tu as commis une fraude fiscale dans le processus. Quand cela ira au tribunal, peu importe l'histoire que tu raconteras à Madison et Tyler. Ce qui importera, c'est ce que la loi dit sur le vol d'un fonds en fiducie. Pour la première fois de notre conversation, Patricia a semblé vraiment inquiète. Elle n'avait pas envisagé les implications juridiques au-delà de la dynamique familiale, et la mention de la fraude fiscale l'a clairement prise au dépourvu. Je l'ai laissée debout dans cette cuisine coûteuse, entourée du luxe que mon héritage volé avait acheté, et je suis rentré chez moi avec un étrange sentiment de soulagement. La confrontation s'était déroulée exactement aussi mal que je l'avais prévu, mais elle avait également clarifié quelque chose d'important. Patricia n'allait pas rendre volontairement mon argent ni admettre ses méfaits. Si je voulais la justice, j'allais devoir me battre pour l'obtenir correctement. La guerre pour mon héritage et mes relations familiales ne faisait que commencer, mais au moins maintenant, je savais exactement contre quoi je me battais. Trouver le bon avocat a pris 3 semaines de consultation et de recherche, mais Sarah Brox était fortement recommandée pour les cas de fraude financière impliquant des litiges familiaux. Son bureau occupait le 15e étage d'un immeuble du centre-ville avec des fenêtres allant du sol au plafond qui offraient une vue imprenable sur la ville où mon héritage avait été systématiquement volé. Sarah était une femme d'une 40aine d'années au regard perçant qui a écouté attentivement pendant que j'expliquais ma situation, prenant des notes détaillées tout en examinant chaque document que j'avais apporté. Quand j'ai terminé mon récit, elle s'est penchée en arrière dans son fauteuil en cuir et a livré son évaluation avec le genre de franchise professionnelle que j'espérais trouver. Jonathan, votre mère a commis plusieurs crimes graves. Violation de l'obligation fiduciaire, vol, détournement d'actifs et, sur la base de ses dossiers fiscaux, fraude fédérale également. Nous avons des preuves documentaires qui convaincraient n'importe quel juge ou jury. Elle a fait une pause, étudiant mon visage attentivement. Mais je dois être clair sur quelque chose avant de continuer. Poursuivre cette affaire détruira probablement votre relation avec votre famille de façon permanente. Êtes-vous prêt à affronter cette issue? J'ai pensé aux préparatifs enthousiastes de Madison pour ses vacances à Paris et à la fierté de Tyler pour sa montre coûteuse. J'ai pensé à des années de sentiments d'inadéquation et d'exclusion pendant que mon propre argent finançait le succès de tout le monde.
Plus important encore, j'ai pensé à l'intention de mon père de me fournir des opportunités qui avaient été volées avant même que je sache qu'elles existaient. Ma relation avec ma famille est déjà détruite, lui ai-je dit. Elle a juste été détruite par des mensonges au lieu de la vérité. Je préfère qu'il me déteste pour avoir poursuivi la justice plutôt que de continuer à aimer une fiction sur qui je suis. Sarah a hoché la tête avec approbation et a commencé à exposer notre stratégie juridique. Nous allions intenter une poursuite civile exigeant le retour de tous les fonds volés plus les intérêts et les dommages. Simultanément, elle transmettrait nos preuves au bureau du procureur de district pour d'éventuelles poursuites pénales. La beauté de cette affaire, c'est que votre mère a tout documenté, a expliqué Sarah, en pointant les relevés bancaires. Elle était si confiante dans son contrôle de la situation qu'elle a tenu des registres méticuleux de son vol. Elle a même déclaré certains de ses retraits comme des cadeaux à vos frères et sœurs sur ses déclarations de revenus, ce qui crée des accusations de fraude fiscale fédérale. En 2 semaines, Patricia a reçu la notification officielle de notre poursuite. Sa réponse a été rapide et prévisible. Elle a engagé Theodore Blackwood, un avocat coûteux connu pour traiter avec des clients fortunés dans les litiges familiaux. Plus important encore, elle a lancé une contre-offensive immédiate conçue pour me discréditer et rallier le soutien de la famille. L'assassinat de mon caractère a commencé par des appels téléphoniques à des parents éloignés. Patricia a contacté des tantes, des oncles et des cousins à qui je n'avais pas parlé depuis des mois, expliquant que je la poursuivais pour de l'argent qu'elle avait dépensé pour m'aider à traverser une cure de désintoxication. Elle s'est présentée comme une mère qui souffrait depuis longtemps, attaquée par un fils ingrat désespéré de financer son addiction au jeu. Madison et Tyler sont d'abord restés neutres, confus par les récits contradictoires, mais espérant une résolution pacifique. Cela a changé lorsque Patricia leur a montré des conversations par SMS fabriquées qu'elle prétendait provenir de moi, suppliant pour de l'argent et proférant des menaces en cas de refus. En utilisant un numéro de téléphone secondaire, elle avait créé tout un récit fictif de messages désespérés qui me dépeignaient comme instable et potentiellement dangereux. La pression familiale s'est intensifiée lorsque Madison a lancé une campagne sur les réseaux sociaux pour défendre notre mère. Ses publications sur Facebook décrivaient une veuve en deuil, victime d'un fils qui ne pouvait pas accepter la responsabilité de ses propres échecs. La section des commentaires s'est remplie de soutien d'amis de la famille qui ne savaient rien de la situation réelle, mais qui étaient désireux d'offrir leur sympathie et leur indignation au nom de Patricia. La réaction de Tyler a été plus directe et considérablement plus douloureuse. Il m'a confronté à l'entrepôt pendant ma pause déjeuner, provoquant une scène devant mes collègues qui a failli me coûter mon emploi. Son visage était rouge de colère alors qu'il m'accusait d'essayer de détruire notre famille pour de l'argent. « Maman a tout sacrifié pour t'aider à te sevrer. Et c'est comme ça que tu la remercies » a-t-il crié, sa voix portant à travers le quai de chargement. « Elle a soutenu ta misérable vie pendant des années pendant que tu déconnais avec la drogue et le jeu. » J'ai essayé d'expliquer la vérité sur le vol du fonds en fiducie, mais Tyler n'était pas intéressé par les preuves ou les documents. Le récit de Patricia avait pris racine dans son esprit, et ma poursuite ne faisait que confirmer tout ce qu'elle lui avait dit sur mon caractère et mes motivations. Le bilan émotionnel était dévastateur, mais l'élan juridique restait fort. L'enquête de Sarah avait découvert des preuves supplémentaires qui renforçaient considérablement notre dossier. Les dossiers fiscaux de Patricia montraient qu'elle avait déclaré les importants retraits de mon fonds en fiducie comme des cadeaux à Madison et Tyler, mais elle n'avait jamais déposé les déclarations de dons requises ni payé les impôts correspondants. La fraude à l'impôt sur les dons est un crime fédéral, a expliqué Sarah lors d'une de nos réunions stratégiques hebdomadaires. Votre mère a essayé de jouer sur les 2 tableaux. Elle a justifié les retraits auprès de la banque comme des dépenses nécessaires pour vos soins, mais les a ensuite déclarés à l'IRS comme des dons volontaires à vos frères et sœurs. La plupart des histoires ne peuvent pas être vraies. Les implications fiscales étaient stupéfiantes. Patricia devait des milliers de dollars d'impôts sur les dons impayés, plus les pénalités et les intérêts qui s'étaient accumulés pendant des années. L'IRS a commencé sa propre enquête après que Sarah ait transmis nos preuves, ajoutant une pression fédérale à la poursuite civile. En 6 semaines, Patricia a reçu des avis de vérification des autorités fiscales étatiques et fédérales. Les pénalités financières seules pourraient atteindre 6 chiffres, sans compter les éventuelles accusations criminelles pour évasion fiscale. Son avocat coûteux a conseillé un règlement immédiat pour éviter les poursuites, mais Patricia a refusé de reconnaître tous mes faits. Son défi a déconcerté même son propre conseil juridique. Theodore Blackwood était connu pour son approche pragmatique des litiges familiaux, cherchant généralement des résolutions rapides qui minimisaient les dommages pour toutes les parties.
L'insistance de Patricia à se battre dans une affaire avec des preuves accablantes contre elle allait à l'encontre de tous les principes stratégiques qu'il employait habituellement. Lors d'une séance de médiation particulièrement houleuse, la raison de l'obstination de Patricia est devenue claire. Elle croyait sincèrement que son autorité parentale lui donnait le droit de redistribuer les actifs familiaux comme elle l'entendait. Dans son esprit, le fonds en fiducie n'était qu'une autre ressource à gérer selon son jugement sur les enfants qui méritaient un soutien. « J'ai donné à Jonathan 18 ans de ma vie », a-t-elle déclaré lors de la séance de médiation enregistrée. « Je l'ai nourri, logé et j'ai essayé de lui apprendre la responsabilité. Si son père voulait lui laisser de l'argent, cela aurait dû être une compensation pour tout ce que j'ai investi pour l'élever. » Sarah a immédiatement saisi cette déclaration. « Donc, vous admettez que vous avez pris de l'argent du fonds en fiducie de Jonathan à vos propres fins. » L'avocat de Patricia a tenté d'intervenir, mais le mal était fait. Ses propres mots avaient confirmé la nature intentionnelle du vol, sapant toute défense possible basée sur la confusion ou les bonnes intentions. L'affaire devenait rapidement ingagnable pour le camp de Patricia. Les relevés bancaires, les documents fiscaux et ses propres déclarations créaient un ensemble écrasant de preuves soutenant nos affirmations. Son avocat a commencé à faire pression sur elle pour qu'elle envisage des offres de règlement avant que la situation ne se détériore davantage. Mais j'avais appris quelque chose d'important sur ma mère pendant ce processus. Patricia ne voulait pas seulement le contrôle de l'argent. Elle voulait la validation de ses actions. Régler l'affaire l'obligerait à admettre ses méfaits, ce qui menaçait le récit soigneusement construit qu'elle avait bâti sur le fait d'être la sage matriarche de la famille protégeant tout le monde de mes échecs. Alors que nous nous préparions pour ce qui semblait être un procès inévitable, je me demandais si Patricia continuerait à se battre même lorsque la défaite était certaine. Son besoin de maintenir la fiction de sa propre droiture semblait plus fort que toute considération rationnelle des conséquences. La machine judiciaire avançait inexorablement, mais le coût personnel continuait de s'alourdir. J'avais acquis une connaissance détaillée de la manière dont mon héritage avait été volé, mais je perdais mes relations familiales en essayant de le récupérer. La justice était à portée de main, mais je commençais à comprendre que certaines victoires ont un prix presque trop élevé à payer. La percée dans notre affaire est venue d'une source inattendue et d'une manière qui a changé tout ce que je pensais savoir sur la loyauté familiale. Madison avait passé 3 semaines à aider Patricia à organiser des documents pour le procès à venir, un processus qui impliquait de trier des années de dossiers financiers et de correspondances stockées dans le bureau à domicile de sa mère. C'est au cours de cet examen fastidieux de documents que Madison a découvert un petit enregistreur numérique caché à l'intérieur d'une vieille boîte à bijoux que Patricia utilisait pour ranger des papiers importants. Curieuse de savoir pourquoi un appareil d'enregistrement serait caché parmi des documents juridiques, Madison l'a allumé et a appuyé sur lecture. La voix de Patricia a rempli le petit bureau avec une clarté cristalline, s'adressant à ce qui était de toute évidence son avocat lors d'une séance de stratégie. Mais les mots que Madison a entendus ne ressemblaient en rien à l'histoire que Patricia racontait à ses enfants depuis des années. « Bien sûr que j'ai pris l'argent de Jonathan », disait la voix enregistrée de Patricia avec une indifférence désinvolte. C'est à ça que servait le fonds en fiducie, n'est-ce pas? Me donner des ressources pour investir dans les enfants qui avaient réellement du potentiel. Je ne lui ai jamais parlé de l'héritage parce qu'il l'aurait gaspillé dans ses petits passe-temps et ses rêves stupides. Les mains de Madison tremblaient en écoutant sa mère continuer. L'histoire du jeu était brillante, vous ne trouvez pas? Madison et Tyler ont cru chaque mot. Ils ont même pitié de lui maintenant, ce qui les empêche de poser trop de questions sur l'origine de l'argent de leurs frais de scolarité. L'enregistrement a capturé Patricia riant de sa propre tromperie, un son qui a retourné l'estomac de Madison de dégoût. Mais il y avait plus, et cela devenait progressivement pire. Madison et Tyler sont des idiots utiles, vraiment. Ils ne remettent jamais rien en question tant qu'ils sont à l'aise. Je leur dis que Jonathan est irresponsable et ils le croient. Je leur fais des cadeaux coûteux avec son argent et ils pensent que je suis généreuse. C'est presque trop facile de les manipuler quand ils veulent croire qu'ils sont spéciaux. Madison écoutait avec horreur alors que Patricia continuait à exposer sa stratégie pour maintenir le contrôle sur le récit familial. La femme sur l'enregistrement exprimait une satisfaction sincère de me maintenir à ma place tout en s'assurant que ses vrais favoris aient la belle vie qu'ils méritaient. Jonathan a toujours été trop indépendant pour son propre bien, expliquait la voix de Patricia. Son père l'a gâté avec toutes ses bêtises sur le fait de suivre ses rêves et de construire quelque chose de significatif. J'ai passé des années à lui apprendre qu'il n'est pas aussi spécial qu'il le pensait, et ça marche enfin. Il accepte les miettes maintenant et s'en reconnaissant.
L'enregistrement a également révélé des informations que Madison n'avait jamais connues sur la dynamique de notre famille. Patricia a admis avoir intercepté des cartes d'anniversaire et de Noël que j'avais envoyées à mes frères et sœurs au fil des ans, les empêchant de recevoir mes tentatives de maintenir nos relations. Elle m'avait systématiquement isolé de Madison et Tyler tout en les convainquant que c'était moi qui prenais mes distances. Le choc de Madison s'est transformé en rage alors que toute l'ampleur de la manipulation de notre mère devenait claire. Tout ce qu'elle avait cru sur nos relations familiales était basé sur des mensonges soigneusement orchestrés. L'enregistrement contenait près d'une heure de Patricia discutant de ses stratégies pour gérer les perceptions de ses enfants et maintenir sa position d'autorité morale de la famille. Incapable de gérer seule cette révélation, Madison a immédiatement appelé Tyler et a insisté pour qu'il vienne tout de suite. Elle lui a fait écouter l'enregistrement sans explication, regardant son visage passer de la confusion à l'incrédulité, puis à la fureur alors que les véritables pensées de Patricia remplissaient la pièce. Elle nous a menti sur tout, a dit Tyler lorsque l'enregistrement s'est finalement terminé, sa voix à peine plus qu'un murmure. Jonathan n'a jamais eu de problème de jeu. Elle a tout inventé pour justifier le vol de son héritage. Madison pleurait à ce moment-là, submergée par la culpabilité et la colère à parts égales. Nous avons participé à ça, Tyler. Nous avons pris son argent et nous nous sentions bien parce que nous pensions le protéger de lui-même. Nous avons cru ses mensonges et l'avons traité comme s'il était abîmé. Ils ont passé les 2 heures suivantes à écouter l'enregistrement, essayant à plusieurs reprises de comprendre comment ils avaient pu être si complètement trompés. Les preuves de la manipulation de Patricia étaient accablantes, mais elles les ont également forcés à affronter des vérités inconfortables sur leur propre volonté d'accepter un récit qui leur était financièrement bénéfique. Les frères et sœurs ont réalisé qu'ils n'avaient jamais sérieusement remis en question pourquoi leur mère pouvait se permettre des cadeaux aussi chers ou des frais d'études sur son modeste revenu. Ils avaient voulu croire en sa générosité et en leur propre statut spécial au sein de la famille, ce qui faisait d'eux des cibles parfaites pour sa tromperie. Armés de cette preuve explosive, Madison et Tyler ont conduit directement à la maison de Patricia pour une confrontation qui se préparait depuis des années sans qu'ils s'en rendent compte. Ils l'ont trouvée dans le salon en train de regarder la télévision et de savourer un verre de vin comme si elle n'avait aucun souci au monde. « Nous avons trouvé ton enregistrement », a annoncé Madison, en posant l'appareil sur la table basse entre eux. Le sang-froid de Patricia s'est immédiatement fissuré. Le verre de vin a glissé de ses doigts, tachant le tapis coûteux que mon héritage avait acheté. Pour la première fois de mémoire, elle était complètement sans voix, prise au dépourvu par une preuve qu'elle avait oublié l'existence. « Tu nous as appelés des idiots utiles », a dit Tyler, sa voix épaisse de blessure et de trahison. « Tu as ri de la facilité avec laquelle tu nous manipulais pour nous faire croire que Jonathan était le problème. » Patricia a tenté de recourir à ses tactiques habituelles, affirmant que l'enregistrement était sorti de son contexte et qu'elle parlait hypothétiquement de la dynamique familiale, mais ses enfants avaient entendu trop de vérité pour être influencés par d'autres mensonges. « Tu as volé son héritage et tu nous as convaincus qu'il était irresponsable, » a dit Madison, sa voix gagnant en force alors qu'elle parlait. « Tu as intercepté ses cartes d'anniversaire et tu nous as fait croire qu'il ne se souciait pas de maintenir les relations. Tu nous as retournés contre notre propre frère avec des mensonges. » La confrontation a duré plus de 2 heures, Patricia niant, justifiant et minimisant tour à tour ses actions. Elle a essayé de maintenir que tout ce qu'elle avait fait était dans le meilleur intérêt de la famille, mais l'enregistrement rendait impossible de prétendre à de bonnes intentions. Finalement, face à des preuves indéniables de sa manipulation, Patricia s'est effondrée et a admis l'ampleur de sa tromperie. Elle a supplié Madison et Tyler de ne pas l'abandonner, promettant de faire amende honorable et de restaurer les relations familiales qu'elle avait endommagées. Mais ses enfants étaient trop dégoûtés par des années de manipulation calculées pour être influencés par des larmes et des promesses. Ce soir-là, Madison m'a appelé pour la première fois en plus de 2 mois. Sa voix était tremblante d'émotion alors qu'elle me demandait si elle pouvait venir à mon appartement immédiatement. Quand j'ai accepté, elle est arrivée avec Tyler et l'enregistrement qui allait tout changer dans la dynamique de notre famille. Écouter le rejet désinvolte de ma mère à mon égard et sa description fière des stratégies qu'elle utilisait pour me rabaisser a été l'une des expériences les plus douloureuses de ma vie. Mais c'était aussi libérateur. Chaque doute que j'avais nourri sur mes propres perceptions a été effacé par la preuve claire de la manipulation de Patricia. Madison et Tyler ont passé cette nuit-là à s'excuser à plusieurs reprises, essayant de réparer des années de traitement en tant que déception de la famille tout en profitant du luxe financé par mon héritage volé. Ils ont offert de rendre immédiatement chaque centime qu'ils pouvaient des cadeaux et des opportunités que Patricia leur avait donnés en utilisant mon argent.
Pour la première fois depuis des années, j'avais l'impression d'avoir retrouvé ma sœur et mon frère. Le soulagement était immense, mais il était aussi compliqué par la tristesse des années que nous avions perdues à cause des mensonges de notre mère. La famille que je pensais avoir perdue m'avait en fait été enlevée par une manipulation délibérée, et retrouver ces relations nécessitait de faire face aux dommages qui nous avaient été causés à tous. Avec le témoignage de Madison et Tyler et l'enregistrement comme preuve, mon dossier juridique est devenu complètement ingagnable pour Patricia. Son avocat a immédiatement recommandé un règlement à l'amiable pour éviter à la fois un jugement civil et des poursuites pénales. La vérité avait enfin éclaté, mais son pouvoir de guérir n'avait d'égal que sa capacité à détruire la fiction qui avait maintenu notre famille unie pendant tant d'années. La capitulation de Patricia est venue rapidement une fois que Madison et Tyler ont clairement indiqué qu'ils témoigneraient contre elle au tribunal. Theodore Blackwood, son avocat coûteux, a demandé une réunion d'urgence avec Sarah et moi, expliquant que sa cliente était maintenant disposée à discuter des termes d'un règlement pour éviter un procès public. La réunion a eu lieu dans la salle de conférence de Sarah un jeudi matin gris qui semblait lourd du poids des années de tromperie enfin exposées. Patricia est arrivée l'air harassé et vaincu, un contraste frappant avec la femme confiante qui avait rejeté mes préoccupations quelques mois plus tôt. Ses vêtements de marque ne pouvaient cacher le tribut qu'une affaire ingagnable lui avait fait payer. Ma cliente reconnaît que certaines transactions financières ont pu être inappropriées, a commencé prudemment Théodore, et elle est prête à faire restitution pour éviter un litige prolongé. Sarah n'était pas intéressée par les euphémismes ou les formules pour sauver la face. Votre cliente a systématiquement volé 300 000 $ du fonds en fiducie de mon client sur une période de 3 ans. Nous ne sommes pas ici pour discuter de transactions inappropriées. Nous sommes ici pour discuter de vol criminel et de fraude. La demande de règlement initiale était simple, rendre les 300 000 $ volés plus 3 ans d'intérêt accumulés au taux du marché, portant le total à 412 000 $. De plus, Patricia devrait payer un loyer au prix du marché pour les années où elle avait vécu dans la maison qui appartenait légalement à ma fiducie. Mais l'enquête de Sarah avait révélé une dernière révélation choquante qui a rendu les négociations de règlement beaucoup plus complexes que quiconque ne l'avait prévu. Lors de son examen forensique de la documentation du fonds en fiducie, elle a découvert que la maison familiale avait été achetée avec l'argent de mon héritage peu après la mort de mon père. L'acte de propriété montre que ce bien est détenu en fiducie pour Jonathan, a annoncé Sarah en faisant glisser des copies des registres de propriété sur la table de conférence. Madame Cooper a vécu sans payer de loyer dans la maison de son fils pendant 5 ans tout en volant systématiquement son fonds en fiducie. Le visage de Patricia est devenu blanc alors que les implications devenaient claires. Non seulement elle avait volé l'argent de mon héritage, mais elle avait occupé illégalement ma propriété tout en revendiquant la propriété. La maison qu'elle considérait comme son sanctuaire et un symbole de l'autorité maternelle était en fait la mienne, achetée avec l'héritage qu'elle pillait systématiquement. Théodore a examiné les documents de propriété avec une inquiétude croissante, réalisant que la position juridique de sa cliente était devenue complètement intenable. Patricia ne me devait pas seulement de l'argent. Elle me devait un loyer pour des années d'occupation non autorisée, plus la possession immédiate d'un bien qui m'appartenait légalement. Le calcul financier était dévastateur pour Patricia. Au-delà des 400 000 $ du fonds d'héritage volé, elle devait environ 60 000 $ de loyers impayés, calculés au taux du marché pour la maison de 5 chambres. La demande de règlement total approchait le demi-million de dollars, une somme qu'elle ne possédait tout simplement pas. Le seul atout important de Patricia était la maison elle-même, qu'elle devrait abandonner immédiatement puisqu'elle appartenait légalement à ma fiducie. Ses économies de retraite, ses bijoux et autres biens personnels devraient être liquidés pour payer la plus grande partie possible du règlement, le reste étant structuré en paiement mensuel sur plusieurs années. L'aspect le plus émotionnellement satisfaisant du règlement a été de voir Patricia réaliser qu'elle devrait déménager de la maison immédiatement. La maison où elle avait organisé des dîners de Noël en me donnant des coupons périmés, où elle avait planifié des stratégies pour maintenir sa manipulation, où elle s'était sentie en sécurité dans sa position de matriarche de la famille, était en fait ma propriété qu'elle occupait illégalement. Madison et Tyler ont insisté pour contribuer au paiement du règlement de leur mère malgré mes protestations qu'ils étaient aussi victimes de sa tromperie. Madison a rendu sa voiture et m'a donné les 8 000 $ qui avaient été budgétisés pour son voyage à Paris, expliquant qu'elle ne pouvait pas profiter de vacances financées par de l'argent volé. Tyler a vendu sa Rolex et son camion, contribuant plus de 15 000 $ pour aider à rembourser l'argent de l'héritage qui avait été utilisé pour son éducation et son acompte. Les deux frères et sœurs ont trouvé un deuxième emploi pour aider à payer des versements mensuels supplémentaires pour la dette de Patricia.
Leur volonté de sacrifier leur propre confort pour aider à corriger le vol de notre mère signifiait plus pour moi que l'argent lui-même. Pour la première fois depuis des années, j'avais l'impression que nous étions vraiment une famille unie par l'honnêteté plutôt que divisée par la manipulation. L'enquête pour fraude fiscale a entraîné des pénalités supplémentaires qui ont aggravé la détresse financière de Patricia. L'IRS a imposé des amendes substantielles pour les impôts sur les dons non déclarés, plus les intérêts qui s'étaient accumulés pendant des années. Elle n'a évité les poursuites pénales qu'en coopérant pleinement à l'enquête et en acceptant un plan de paiement structuré qui la maintiendrait sous surveillance financière pour la prochaine décennie. Patricia a été forcée de déménager dans un appartement d'une chambre de l'autre côté de la ville et de prendre un emploi dans un grand magasin pour faire face à ses obligations de règlement. La femme qui avait autrefois agi comme une reine, distribuant des faveurs à ses enfants, travaillait maintenant dans le commerce de détail pour rembourser le fils qu'elle avait traité comme un échec. L'ironie n'a échappé à aucun d'entre nous. Emménager dans la maison familiale m'a semblé étrange au début, entouré de souvenirs de dîners d'enfance et de célébrations de vacances qui portaient maintenant la connaissance amère de la façon dont ils avaient été financés. Mais j'ai aussi trouvé du réconfort dans la présence de mon père dans toute la maison. Ses livres étaient encore sur les étagères, ses outils restaient organisés dans le garage, et son attention méticuleuse à créer un environnement familial confortable était évidente dans chaque pièce. En lisant les papiers que mon père avait laissés dans son bureau, j'ai découvert des notes sur sa décision d'acheter la maison spécifiquement pour mon avenir. Il avait écrit qu'il voulait me donner une base sur laquelle construire ma vie, un endroit où je pourrais me sentir en sécurité et connecté à l'histoire familiale. Le vol de Patricia n'avait pas seulement pris mon argent. Il avait retardé le dernier cadeau de mon père de 5 ans. Le règlement a également révélé toute l'ampleur de la tromperie de Patricia sur les finances familiales. Chaque achat majeur dont mes frères et sœurs avaient profité, chaque opportunité éducative qu'ils avaient reçue, chaque confort qu'ils avaient tenu pour acquis avait été financé par de l'argent qui était légalement le mien. La rénovation coûteuse de la cuisine, les nouveaux appareils électroménagers, même les améliorations paysagères avaient tous été payés avec mon héritage. Alors que les procédures judiciaires se terminaient, j'ai ressenti un mélange complexe d'émotions qui m'ont surpris par leur intensité. Justice avait été rendue et mon héritage récupéré. Mais je n'ai ressenti aucune satisfaction de la chute de Patricia. La victoire était creuse car elle avait nécessité la destruction des relations familiales que j'avais passé des années à essayer de comprendre et de réparer. La femme qui m'avait élevé, qui m'avait appris à faire du vélo et m'avait aidé avec mes devoirs, m'avait aussi systématiquement volé tout en empoisonnant mes relations avec mes frères et sœurs. La dissonance cognitive était presque impossible à traiter, me laissant avec un sentiment de perte qui allait bien au-delà du vol financier. Mais il y avait aussi de l'espoir émergeant des décombres de la tromperie de notre famille. La volonté de Madison et Tyler de sacrifier leur propre confort pour aider à rembourser mon héritage volé a démontré une capacité de croissance et un soin sincère qui avaient été cachés sous des années de manipulation. Nous apprenions lentement à nous lier les uns aux autres en tant qu'égaux plutôt qu'en tant que personnages du drame familial soigneusement scénarisé de Patricia. Le règlement a marqué la fin d'un chapitre de l'histoire de notre famille, mais le début d'un autre qui serait écrit sans mensonge, manipulation ou hiérarchies artificielles. Il faudrait du temps pour bâtir la confiance et des relations authentiques. Mais pour la première fois depuis des années, cette perspective semblait possible plutôt que désespérée. 6 mois après la finalisation du règlement, je me trouvais dans la cuisine de la maison de mon enfance en train de préparer le dîner du dimanche pour Madison et Tyler. L'ironie ne m'échappait pas, j'organisais maintenant des réunions de famille dans le même espace où Patricia m'avait autrefois donné des coupons périmés pendant que mon propre héritage finançait la prospérité de tous les autres. Mais l'atmosphère était complètement différente maintenant, remplie d'une chaleur sincère au lieu d'un théâtre manipulateur. La transformation de ma vie avait été remarquable et inattendue. Vivre dans la maison que mon père m'avait destinée m'a apporté un sentiment de stabilité et de connexion que je n'avais jamais connu pendant mes années de difficultés financières. Sa présence semblait imprégner chaque pièce, de son atelier soigneusement organisé au sous-sol à sa collection de littérature classique qui tapissait encore les murs du bureau. En utilisant une partie de mon héritage récupéré, j'avais remboursé mes prêts étudiants écrasantes et lancé une entreprise qui est née directement de mon expérience douloureuse avec la manipulation financière familiale. Médiation financière familiale offrait des services aux familles confrontées à des litiges d'argent, les aidant à résoudre les conflits avant qu'ils ne dégénèrent en batailles juridiques pouvant détruire définitivement les relations. L'idée de l'entreprise était née de nombreuses conversations avec Sarah sur la manière dont les conflits d'argent familiaux se développent généralement. La plupart des cas qu'elle traitait impliquaient des années de mauvaise communication,
d'attentes tacites et de ressentiments qui s'accumulaient progressivement avant d'exploser en poursuites judiciaires. Ma perspective unique, en tant que personne ayant vécu à la fois la manipulation et la résolution juridique, m'a donné des aperçus que les conseillers financiers traditionnels n'avaient pas. Mon premier client était une veuve dont les enfants adultes se disputaient la succession de leur père, chacun convaincu que leurs frères et sœurs étaient avides ou injustes. En utilisant des techniques que j'avais apprises du processus de guérison de ma propre famille, je les ai aidés à avoir des conversations honnêtes sur leurs attentes financières et leurs besoins émotionnels. La séance de médiation a empêché un procès et a restauré des relations qui avaient été endommagées par des mois de suspicion et d'accusation. Le bouche-à-oreille s'est rapidement répandu dans les réseaux juridiques et financiers sur l'efficacité de mon approche. En 3 mois, j'avais un flux constant de recommandations d'avocats qui préféraient aider les familles à éviter les litiges plutôt que de profiter de leurs conflits. Les récompenses émotionnelles d'aider les familles à guérir étaient égalées par un succès financier qui m'a finalement donné la sécurité vers laquelle j'avais travaillé pendant tant d'années. Madison avait subi sa propre transformation pendant cette période. Utilisant la culpabilité et la prise de conscience de la découverte de la tromperie de Patricia comme motivation pour sa croissance personnelle, elle s'est inscrite à un programme de travail social pour en apprendre davantage sur les systèmes familiaux et la manipulation émotionnelle. Déterminée à aider d'autres familles à reconnaître et à aborder le type de dynamique toxique que nous avions enduré pendant des années. Sa décision de ne pas prendre les vacances à Paris avait été difficile au début, mais elle a canalisé cette déception dans une thérapie intensive axée sur la compréhension de la manière dont elle avait été manipulée et comment éviter des schémas similaires dans ses propres relations. Le processus a été douloureux mais finalement libérateur, l'aidant à développer une confiance sincère au lieu de la validation artificielle que Patricia avait fournie par de l'argent volé et de faux récits. Le parcours de Tyler était plus simple, mais tout aussi significatif. Retourner au Community College pour terminer son diplôme sans aucune aide financière de membres de la famille avait été un choix fier qui démontrait son engagement envers l'intégrité personnelle. Il travaillait dans la construction le jour et suivait des cours le soir, obtenant des notes qui reflétaient son effort réel plutôt que le soutien financier de sa mère. Les dîners du dimanche que nous partagions dans la maison de mon père sont devenus un rituel de guérison qui a lentement reconstruit nos relations sur des fondations d'honnêteté et de respect mutuel. Nous parlions ouvertement de nos expériences d'enfance, reconnaissant les signes de la manipulation de Patricia que nous avions manqués à l'époque. Ces conversations étaient souvent douloureuses mais constamment curatives, nous permettant de nous comprendre en tant que personnes réelles plutôt qu'en tant que personnages du drame familial de notre mère. Patricia a maintenu un contact minimal avec ses 3 enfants pendant cette période. Elle envoyait des cartes d'anniversaire occasionnelles et de brefs messages textes, mais les relations restaient tendues en raison de son refus continu de reconnaître toute l'ampleur de sa manipulation. Les quelques conversations que nous avons eues étaient cordiales mais distantes, marquées par son incapacité à se voir autrement que comme la victime d'enfants ingrats plutôt que comme l'auteur d'abus financiers et émotionnels systématiques. Je ne la détestais pas, ce qui m'a surpris plus que tout autre aspect de cette expérience. La colère et la trahison que j'avais ressenties pendant la confrontation et les procédures judiciaires avaient progressivement évolué vers quelque chose de plus complexe, de la tristesse pour la femme qui avait choisi la manipulation plutôt qu'une connexion sincère. Et du regret pour les relations familiales qui avaient été empoisonnées par son besoin de contrôle. Le moment le plus guérisseur de mon processus de rétablissement est venu lorsque j'ai découvert une lettre que mon père m'avait écrite peu avant sa mort, cachée dans le tiroir de son bureau sous des années de papiers accumulés et de documents oubliés. La lettre expliquait ses inquiétudes concernant le favoritisme de Patricia et son intention spécifique que mon héritage me procure indépendance et opportunité. Jonathan, commençait son écriture familière, si tu lis ceci, c'est que je suis parti, et tu as probablement découvert des vérités difficiles sur notre famille. Ta mère a de bonnes intentions, mais elle a toujours eu du mal à traiter tous ses enfants de la même manière. Cet héritage est ma façon de m'assurer que tu auras les ressources pour construire la vie que tu choisiras, indépendamment des opinions des autres sur ce que tu devrais devenir. La lettre se poursuivait sur 2 pages, exprimant sa fierté pour mon éthique de travail et mon caractère tout en reconnaissant que j'avais toujours été différent de Madison et Tyler d'une manière qui mettait parfois Patricia mal à l'aise. Il a écrit qu'il était le plus fier de mon indépendance et de mon intégrité, des qualités qui me serviraient bien quels que soient les défis que je pourrais rencontrer. Lire les mots d'amour et de confiance de mon père m'a aidé à finalement libérer les années de sentiments d'inadéquation et de manque d'amour que la manipulation de Patricia avait créé. Son véritable cadeau n'avait pas été l'argent lui-même, mais la validation que j'étais apprécié et cru par le parent dont l'opinion comptait le plus pour moi.
Mon entreprise a continué de croître alors que je développais une réputation pour aider les familles à naviguer dans des relations financières complexes avec empathie et sagesse pratique. Chaque cas renforçait la leçon centrale que j'avais apprise de ma propre expérience: les problèmes d'argent dans les familles sont généralement les symptômes de problèmes plus profonds liés à la communication, au respect et à un soin sincère pour le bien-être de chacun. Un cas particulièrement significatif concernait un jeune homme dont les parents menaçaient de le déshériter pour avoir choisi une carrière dans l'art plutôt que dans les affaires. La dynamique familiale était étrangement familière, avec des parents utilisant le contrôle financier pour manipuler les choix de vie de leur enfant adulte. Grâce à une médiation minutieuse, nous les avons aidés à reconnaître que leur amour pour leur fils était plus important que leur déception face à son parcours professionnel. L'affaire s'est terminée avec la création par les parents d'un modeste fonds en fiducie pour soutenir le développement artistique de leur fils, tandis qu'il acceptait de maintenir une communication régulière sur ses progrès et sa stabilité financière. Le compromis protégeait à la fois l'indépendance du jeune homme et le besoin de ses parents de se sentir connectés à son succès. Alors que j'organisais un autre dîner du dimanche pour Madison et Tyler, rejoints désormais par leur partenaire romantique qui faisait partie de notre cercle familial reconstruit. J'ai réfléchi au parcours depuis ce matin de Noël dévastateur jusqu'à ce moment de connexion sincère et de but partagé. Les cadeaux que nous échangions maintenant étaient modestes mais attentionnés, choisis avec soin plutôt qu'en fonction de leur valeur monétaire. La conversation était authentique et chaleureuse, remplie de rires sur des souvenirs partagés et de projets pour l'avenir que nous construisions ensemble. Madison parlait de ses progrès à l'école de travail social, Tyler partageait des nouvelles de son dernier semestre avant l'obtention de son diplôme, et je décrivais mon dernier cas de médiation réussi. En regardant autour de la table de la salle à manger, mes frères et sœurs et leurs partenaires, j'ai réalisé que la trahison de Patricia, bien que dévastatrice à l'époque, nous avait finalement forcés à découvrir notre propre force et à développer des relations sincères basées sur l'honnêteté plutôt que sur la manipulation. La douleur de la découverte avait mené à la vérité, et la vérité avait créé un espace pour que l'amour véritable puisse grandir. Alors que nous débarrassions la table et nous préparions à passer la soirée à jouer à des jeux de société et à regarder des films, j'ai pensé à la leçon de vie qui avait émergé de toute cette expérience. Parfois, les personnes qui nous blessent le plus sont celles qui nous forcent par inadvertance à découvrir notre propre résilience et notre capacité à guérir. La vraie famille, ce n'est pas une question d'argent ou de cadeaux coûteux. C'est une question d'honnêteté, de respect et de choisir de s'aimer malgré nos défauts et nos erreurs. Lorsque nous cessons d'accepter la manipulation et exigeons l'authenticité dans nos relations, nous créons des opportunités pour que de véritables connexions se développent. Le processus est souvent douloureux et nécessite parfois des choix difficiles. Mais les relations qui en résultent sont plus fortes et plus significatives que tout ce qui est construit sur des mensonges ou des fondations artificielles. L'héritage de mon père était bien plus qu'une sécurité financière. Il s'agissait de me donner l'indépendance et les ressources nécessaires pour construire une vie basée sur mes propres valeurs et choix. Le vol de Patricia avait retardé ce cadeau, mais n'avait pas pu détruire son but ultime, m'aider à devenir la personne que j'étais censé être. Maintenant, alors que je vois mes frères et sœurs s'épanouir dans leurs propres projets, tandis que nous maintenons des liens sincères fondés sur le respect mutuel et une honnêteté partagée, je réalise que le plus grand héritage n'était pas du tout l'argent. C'était d'apprendre que nous avons le pouvoir de choisir quelles relations accepter et quels comportements tolérer. Merci d'avoir écouté mon histoire et j'espère qu'elle vous aidera à trouver le courage d'exiger l'honnêteté et le respect que vous méritez dans vos propres relations.